loi adoptée il y a quelques heures par le chef de l'État. Nous allons également parler des élections au regard des moyens et des contraintes qui entourent, au fait, qui nous reste d'ici 2023. Et nous pourrons terminer par la question d'insécurité dans l'Est au regard de l'état de siège. Et pour en parler, un invité de marque, Maître Jacquemain Chabani. Merci, Maître, d'être avec nous et surtout pour vous être disponibilisé afin de pouvoir porter à l'opinion publique nationale et même internationale. On fait certaines précisions sur les 3 points que je venais d'évoquer donc tout à l'heure. Et je précise que vous êtes au cadre de l'UDPS et vous coordonnez, je crois, jusqu'à là, la commission électorale permanente. Ok, merci. Alors, réforme de la CENI, je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État promulgué donc, il y a quelques heures, la loi sur la réforme de la CENI, une loi qui a fait en fait couler beaucoup d'encre, mais il y a quand même un problème qui provoque encore le tollé dans certains milieux de la société civile et même dans certains milieux politiques. Il s'agit tout simplement de la politisation de cette CENI. Il y en a qui vont jusqu'à dire que avant cette loi égale après cette loi. Qu'est-ce que vous dites, Maître? D'abord, bonsoir. Et merci aussi à vous pour l'invitation et l'occasion que vous me donnez d'échanger avec vous et communiquer avec tous les téléspectateurs de la grande chaîne nationale. Je crois que le plus important ici, nous devrions tous retenir avec beaucoup de satisfaction le fait que l'Assemblée nationale a fait un pas en avant. Nous avions passé l'année passée 2 sessions parlementaires en train d'attendre cette avancée sur les questions électorales. Elle n'était pas venue. Non seulement cette avancée n'était pas venue, mais ça avait créé énormément de tensions au sein de l'Assemblée nationale, en dehors de cette même grande assemblée où siègent nos représentants du peuple. Ça avait perturbé quelque peu la vie politique, donc je crois que c'est une grande avancée. Aussi, il faut arriver à accepter que même en démocratie, pour ne pas dire surtout en démocratie, l'unanimité, pour l'avoir, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je crois que cette loi a été adoptée dans les 2 chambres après des âpres discussions où sont représentées toutes les couches de la société, non seulement organisées socialement, mais surtout politiquement. Donc tout le monde a participé à cet échange. Et à partir d'un moment, il faut arriver à réaliser que nous sommes organisés au sein de ce Parlement à travers une majorité et une minorité que nous respectons tous. Oui, justement, mais les autres, en fait, les contestataires auraient voulu que les choses se soient passées par consensus. Oui, mais je crois que le vote est un mode aussi qui détermine un large consensus, qui l'exprime assez suffisamment. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu obtenir un consensus sur toutes les questions? Est-ce que nous avions le temps? Parce que c'est bien de dire qu'on n'a pas terminé les débats sur certaines questions, mais c'est encore les mêmes personnes qui après diront que il est préparé par certaines officines, un glissement, qu'il n'y aura pas élection. Oui, justement, mais la prédominance des politiciens dans cette CENI, c'est ça le problème qui fait jaser. Ici, il a été défini des principes d'ordre général à travers les composantes telles que définies depuis le dialogue intercongolais. Maintenant, il sera de la responsabilité des uns et des autres, non seulement à désigner les personnes, parce que les personnalités n'ont pas encore été désignées. Reste à savoir qui chacune des composantes va désigner pour porter des jugements de valeur sur ces personnes-là. Et même encore plus par après, une fois que ces personnes-là seront désignées, je crois que la loi, quand vous la lisez, elle est suffisamment claire, c'est-à-dire qu'on vous appelle à vous départir de certaines questions subjectives, tendances subjectives
qui sont inhérentes à toute personne ou à tout Congolais, parce que je crois que tout Congolais a un penchant sur certaines questions et surtout sur les questions politiques. Donc il est demandé aux personnalités qui feront partie de cette CENI, cela a été demandé depuis toujours, d'être indépendante d'esprit, indépendante dans la prise de... Souvent c'est difficile. Hein? C'est un exercice. Oui, c'est un exercice. Et je crois que... Mais qui ne rassure pas ceux qui disent que l'Union sacrée est en train de préparer la tricherie. Non, ça c'est un faux fouillant et je crois que c'est une contre-campagne. Moi j'aimerais qu'on se donne tous le devoir et la responsabilité de juger aux actes et de ne pas dès le départ commencer par la critique sans avoir vu ce qui va se passer. Je crois que sur le plan électoral, la République démocratique du Congo vient à traverser quand même plusieurs étapes. Et on a fait un bon nombre de chemins. Si je mets de côté la période avant le dialogue intercongolais, mais je prends que cette période-là, depuis que nous sommes allés au dialogue, depuis que nous avions décidé de la mise en place de la commission électorale en tant qu'organisation d'appui à la démocratie, cette volonté-là aussi voulait qu'à un certain moment, nous puissions arriver, à partir du moment où tous nous sommes rassurés que le processus a bien pris forme, que cette commission puisse réintégrer l'administration publique. Et je suis convaincu, et je crois que ça se fera, mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Je crois que nous devons donner la chance à notre processus électoral de réellement prendre forme. Oui, ça c'est l'idéal, maître, mais est-ce que le contestation actuelle n'ouvre pas la voie au fait au conflit post-électoraux tel qu'on en a connu dans tous les cycles passés? Parce que quand ça commence comme ça aujourd'hui, mais alors c'est parti une fois pour toutes. Non, pas nécessairement. Si on est suffisamment responsable, je crois qu'on peut faire les choses autrement. On peut retenir tous ensemble qu'il y a quand même eu des innovations. La composante opposition politique aura plus de représentation dans le bureau. Elle se retrouvera même au niveau de la deuxième vice-présidence avec des responsabilités assez énormes dans l'organisation du processus électoral, avec la charge de mettre en place le cercle de concertation permanent. Je crois que ça nous a beaucoup manqué. Moi, j'ai eu à gérer deux processus électoraux, 2011 et 2018, en tant qu'opposant. Je sais à combien il nous était difficile de participer, de suivre le processus électoral à partir du moment où la CENI ne nous concertait pas régulièrement. Donc cette fois-ci, c'est une charge qui est donnée à la composante opposition et j'espère, et nous espérons qu'ils désigneront des personnes de valeur qui... D'accord, mais à suivre les réactions aujourd'hui, après la promulgation de la loi par le chef de l'État, à suivre donc toutes les réactions, mais donc on a l'impression que les autres demandent à ce que vous puissiez vous mettre autour d'une table pour revisiter cette loi, bien que promulguée. La loi, d'abord, je crois que tous ensemble nous devons retenir que la loi est promulguée. De deux, et je crois que c'est le plus important, nous devons retenir que nous avons une constitution qui nous donne des délais en termes de mandat et pour l'organisation des prochaines élections. Donc nous ramener à chaque fois autour d'une table de discussion pour tirer les questions en longueur. Et ils seront les premiers, à partir du moment où on sera dans l'incapacité d'organiser des élections dans les délais constitutionnels, à donner cette responsabilité-là, soit au président de la République, soit à la majorité au pouvoir. Mais comment rassurer les autres finalement, Maître Chabani? Voilà. Je crois que si nous arrivons tous à retenir le fait que la loi est promulguée et que cette loi promulguée nous permet de gagner du temps. Dans ce sens qu'aujourd'hui nous avons une loi et dans les semaines qui viennent, dans les 2 semaines qui viennent, si nous sommes tous suffisamment responsables, les animateurs sont désignés, c'est-à-dire que nous aurons un nouveau bureau de la CENI. Alors, la responsabilité a été donnée au deuxième vice-président qui sera issu
de la composante opposition politique, de faire en sorte qu'un cadre de concertation permanent soit mis en place pour suivre le processus électoral. Et je crois qu'à partir de là, ça va garantir les uns et les autres. Mais le plus important pour la nation congolaise, à mon avis, c'est que nous respections les délais et que nous arrivons à donner au peuple congolais des élections respectables, libres, transparentes et démocratiques. Et le futur président de cette CENI, d'après vous, elle sera issue de quelle composante? La loi est claire et d'ailleurs elle est même un peu plus précise qu'avant. Elle sera issue de la composante société civile. Et plus particulièrement des confessions religieuses. Confessions religieuses. C'est précisé actuellement dans la loi. Ok, alors, merci beaucoup puisque vous avez parlé de gain de temps et d'ici 2023, donc date butoir pour les élections. Est-ce que c'est faisable, la tenue de toutes ces élections au regard des moyens et des contraintes qui nous attendent? Est-ce que c'est faisable? Il y a deux contraintes majeures qui sont en face de nous. C'est effectivement le temps et les moyens financiers. Oui. À la lecture du programme du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, cela était inscrit parmi les points les plus importants à charge de notre gouvernement. Donc je crois qu'à travers tous les ministères sectoriels, ils se mettent au travail, non seulement pour mobiliser les finances qui vont nous permettre d'organiser ces élections, mais aussi pour organiser toute l'administration qui va permettre à ce qu'on y arrive. Moi, je reste convaincu... Est-ce que c'est faisable, à vos yeux, 2 ans? Je reste convaincu que le plus important, c'est la volonté politique. Et le président de la République l'a fait savoir à plusieurs reprises. Il tient absolument à ce que les élections s'organisent dans les délais constitutionnels. Oui, mais c'est vrai que peut-être... Avec ces moyens qu'on n'a pas toujours. Non, les moyens, il faut savoir les mobiliser. Et c'est l'une des grandes missions du gouvernement Sama Lukonde. Le ministre des Finances, nous le sentons sur terrain en train d'être extrêmement concentré sur la mobilisation des ressources. Donc moi je reste confiant, parce que je crois que la volonté politique c'est ce qui prime dans toute chose. Maintenant c'est vrai que le temps aussi, le calendrier, en termes de nombre de jours qui nous restent pour arriver à la fin du mandat, mais aussi la volonté de tous les acteurs. C'est pour ça que moi j'appelle nos camarades qui sont dans l'opposition à des attitudes responsables pour nous permettre d'avancer et permettre à ce que cette démocratie se consolide et que notre processus électoral prenne le bon train. Moi, je reste convaincu qu'on pourra y arriver. Il y aura peut-être... Oui, mais Maître Jacquemin, si on doit recenser et identifier, c'est des grosses opérations, des opérations d'envergure. Exactement, mais je crois que toutes les nations le font. C'est vrai que nous sommes un sous-continent. J'étais content de voir le vice-premier ministre de l'Intérieur au courant de cette semaine-ci, si je ne me trompe pas, dans une réunion interministérielle où ils ont tablé sur la question. C'est ça la volonté politique. La volonté politique nous amène à résoudre des problèmes. C'est quand on l'a et qu'on travaille sur les dossiers. Maintenant, reste à savoir si on va atteindre ces objectifs-là, mais il faut aussi se poser la question. Nous avons une contrainte constitutionnelle, c'est l'organisation des élections. Nous avons une volonté, un besoin pour le développement de la nation. Pour résoudre les élections dans le délai, avec ou sans recensement. Voilà. La question de recensement, elle a beaucoup plus trait aux questions de développement, peut-être même aussi de sécurité. Maintenant, il va falloir arriver à un moment à réaliser si le recensement est possible, s'il commence, s'il se termine à temps, et si les élections sont fonction de ce recensement. Moi, je crois que c'est deux choses qu'il faut savoir séparer, mais c'est deux questions essentielles sur lesquelles... Donc pour vous, on peut aller aux élections même en se passant du recensement et de l'identification. Moi, j'estime que nous avons le devoir et la responsabilité de donner au peuple congolais les meilleures élections possibles. Et principalement des élections libres, transparentes et démocratiques, où on élimine le plus possible toutes les questions qui poussent non seulement à conflit, mais à mettre le doute dans les questionnements des uns et des autres, de manière à ce que
lorsqu'on proclamera les résultats, tout le monde sera convaincu que tout s'est passé dans la transparence. La transparence, c'est quoi? C'est aussi le nombre d'électeurs. La transparence, c'est quoi? C'est aussi de savoir qui sur le territoire de la République démocratique du Congo a le droit d'être électeur, c'est-à-dire qui est congolais, qui n'est pas congolais. C'est extrêmement complexe. Maintenant, il faut savoir si l'opération de recensement, nous avons les moyens et le temps de le faire dans un temps record qui ne va pas perturber l'organisation des élections, sans oublier que nous avons une exigence constitutionnelle qui nous exige d'organiser des élections dans un délai. Dans les cas contraires, on peut glisser de quelques mois. Je crois que si les délais constitutionnels ne sont pas respectés, il faudra d'une certaine manière arriver à convaincre les uns et les autres. Si déjà vous avez introduit votre émission par le fait que nous avons une opposition ou certains acteurs politiques de l'opposition de la société civile qui revendiquent par rapport à la promulgation de la loi, nous y trouvons des réponses à travers nos communications. Il faudra aussi, si les délais constitutionnels ne sont pas respectés, et moi j'estime que c'est peut-être de quelques semaines, de 1 ou 2 mois, il faudra arriver à le justifier de la façon la plus responsable pour que les électeurs congolais, la classe politique, la société civile puissent comprendre que le train est déjà en marche, les élections sont fixées à une date fixe et qui sera tenue, même si celle-ci déborde de quelque peu des exigences constitutionnelles. Voilà, alors pour la présidentielle à venir, il y a un débat que vous suivez, aussi bien que tout le monde, à propos du candidat président de la République. De plus en plus, on utilise le mot congolité. Quel est votre point de vue à ce propos? De père ou de mère? C'est-à-dire de père et de mère. Oui. De père et de mère. Bon, je crois que ce sont des débats, des questionnements légitimes pour toute nation. On ne peut pas interdire aux uns et aux autres de réfléchir, de discuter, mais il faut le savoir le faire dans les limites de ce qui est constructif et responsable. C'est-à-dire pour faire avancer les choses. Nous sommes un pays qui a quand même une histoire assez lourde et assez récente aussi. Je parlais tout à l'heure du dialogue intercongolais qui est cette activité qui a permis la réunification de la République après diverses organisations de rébellions, de groupes armés et consorts. Donc je crois que tout ceci, nous ne devons pas l'oublier, mais cela n'empêche que les nations se construisent dans les valeurs. Les nations se construisent dans ce qui est juste. Les questions de nationalité en République démocratique du Congo, c'est des questions assez complexes et profondes. Oui, c'est récurrent. Nous avons non seulement la problématique de Congolais de père ou de mère, mais nous avons aussi des Congolais qui ne sont plus Congolais, mais qui se disent Congolais, qui ont d'autres passeports. Il y a ce langage qu'on utilise souvent ici en République du Congo, qui n'a pas droit de citer sur le plan de la légalité, la double nationalité. Au Congo, il n'existe pas de double nationalité. Ou vous êtes congolais, ou vous avez une autre nationalité. Mais nous avons beaucoup de frères, de cousins, d'amis d'enfance qui ont opté pour une autre nationalité, mais qui viennent parmi nous jouir des privilèges des Congolais. Or, ils ne sont plus Congolais. Donc, il y a cela aussi. Il y a la question de père ou de mère. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit en parler. On doit en parler, et tout le monde peut différer pour en parler après 2023. Oui, quand on en parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va conclure la discussion à une date fixe. On peut en parler, on peut construire la question et arriver à des solutions responsables pour nous tous. Mais le débat vaut de la peine à vos yeux? Mais puisqu'il semble intéresser plus d'une personne. Je crois que c'est un débat qui intéresse les Congolais, mais je dis qu'il faut le faire de la façon la plus responsable possible, de manière à garder la quiétude et l'unité que nous avons déjà. Il y en a qui parlent de l'exclusion quand on invoque cette congolité-là. Je crois que c'est des questions qu'il faut aussi savoir éviter.
Je vous ai parlé de l'unité nationale, de la quiétude. Je crois que, et c'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il faut en parler de la façon la plus responsable possible, et je crois que nous tous, nous devons être dans ce débat-là le plus objectif possible. Donc, à partir du moment où on est objectif, les questions d'exclusion n'ont pas leur place. C'est-à-dire, vous êtes Congolais, ok, si vous ne l'êtes pas, il faut arriver à reconnaître que vous ne l'êtes pas, et ne pas en faire un problème, ne pas déranger le quartier, la commune, la province ou la zone en prenant des armes tout simplement parce qu'un droit ne vous est pas reconnu si vous ne l'avez pas. Alors, Maître Jacquemin, on avait beaucoup décrié lors des scrutins passés, on avait beaucoup décrié les actes de corruption, et plus précisément lors des sénatoriales, mais non seulement avec l'élection des sénateurs, mais également les gouverneurs de l'Assemblée provinciale. Et pour vous, est-ce que vous êtes pour une autre façon de désigner ces personnalités, ou il faut continuer avec le processus tel qu'il a été entamé? Non, je crois que c'est... Le processus électoral dans notre pays évolue au fur et à mesure que nous l'exerçons. Et à chaque fois, nous avons réussi à identifier des faiblesses sur lesquelles des revendications ont été faites et il faut les corriger. L'une des grandes faiblesses que nous avons identifiées là, c'est la loi électorale. Oui, oui. En 2018, ces questions-là des élections au second degré, et je suis de ceux qui pensent qu'une réflexion profonde doit être faite sur ces questions-là en termes de candidature. Il y a moyen de régler toutes ces questions si on limitait, par exemple, la qualité du candidat et même la qualité des suppléants, mais aussi encore les questions qui relèvent des contentieux judiciaires qui ont posé beaucoup de problèmes. Je crois qu'il faudrait aussi une bonne révision de ce côté-là. Et ça va nous permettre de régler toutes ces questions de corruption. Et vous êtes pour la suppression des assemblées provinciales, de plus en plus on en parle, puisqu'elles ne semblent pas jouer les rôles pour lesquels ils ont été mis en place. Je crois qu'on ne leur permet pas de jouer le rôle. Moi, je suis fondamentalement démocrate et je crois que la réelle démocratie se vit à la base. Oui, à voir ce qui se passe, tout ça, dans ces assemblées, on a l'impression qu'on fait du surplace, le travail n'avance pas. Oui, principalement d'abord parce qu'elles ont été mal constituées. Toutes nos assemblées provinciales, si on fait une bonne analyse, pour la plupart à 80%, 70% sont issus et conçus de la corruption. Donc un très mauvais départ qui ne permet pas à ces élus d'avoir toute l'indépendance de leurs fonctions que leur réclament, que leur donnent les textes de loi de la République. Mais aussi après, quand vous analysez dans les faits, vous allez arriver à constater qu'il y a eu des conflits interinstitutionnels qui n'ont pas permis à ces assemblées de fonctionner. Observez un peu dans la République, vous constaterez que la plupart d'entre elles sont bloquées, des gouverneurs sont suspendus, démis, ce qui fait que vous constatez que les provinces n'ont pas fonctionné comme il se doit. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à mi-chemin de notre émission Maître. Alors cette fois-là, une autre question d'actualité, c'est l'état de siège, plus d'un mois après avoir été décrété par le chef de l'État. Alors, est-ce qu'on a un bilan, mais tout de même qu'il faut relever à ce jour ici, face aux assaillants, vous le savez, qui ont changé de méthode? Oui, je crois que d'abord, il faut saluer la décision du président de la République, qui est une décision extrêmement courageuse, qui est une décision prévue par notre Constitution, il a eu la volonté et le courage de la prendre. Je crois qu'il faut d'abord la saluer. Maintenant, arriver aussi à réaliser que nous sommes à un mois sur une question qui a pris corps depuis près ou plus de 20 ans, plus de 20 ans, oui, dans la partie orientale de notre République.
Moi, j'ai eu l'occasion de séjourner il y a quelques semaines dans la province du Nord Kivu. Je retiens d'abord des populations du Nord Kivu cette satisfaction de voir le gouvernement et le président de la République de prendre cette décision courageuse. Maintenant, les opérations militaires, surtout dans la province de Ituri, ont quand même pris un niveau assez satisfaisant. Au niveau de ces deux provinces aussi, il faut arriver à comprendre que les différents responsables militaires sont en train de prendre position. Et je crois que je suis convaincu que ça va aller. Le président de la République lui-même y a séjourné il y a une dizaine de jours où il a fait plusieurs réunions d'évaluation qui lui ont donné nécessairement un nouveau tableau de bord sur la situation. Et lorsque vous discutez avec nos vaillants militaires, vous sentez qu'ils sont dans des meilleures conditions de travail qu'avant. L'organisation structurelle de leurs opérations s'organise de mieux en mieux. Donc je suis convaincu que d'ici là, on aura des fruits. La pose des bombes, plus précisément dans les territoires de Béni, à votre avis, c'est pas quelque chose qui vient compliquer les opérations? Oui, ça va nécessairement... D'abord, il faut retenir que c'est une réaction à la mise en place de cet état d'urgence et aux différentes opérations menées par les forces armées congolaises à travers ce nouveau commandement-là que requiert l'état d'urgence. Donc nous avons en face de nous des groupes terroristes qui utilisent des méthodes asymétriques. Ils sont dans la cité, ils vivent à travers les différents villages et cités. Donc c'est parfois aussi difficile de les atteindre. Ils opèrent avec lâcheté à travers ces différentes poses de bombes. Il y a un imam qui avait été même assassiné en plein culte dans la ville de Butembo. Donc là, je crois qu'il faut retenir que c'est en réaction. C'est-à-dire c'est une panique qui a atteint ces forces négatives en réaction avec l'état d'urgence. Maintenant, il va falloir que nos stratèges des forces armées congolaises puissent en tenir compte et trouver les voies et moyens de cerner et de maîtriser cette guerre asymétrique. À votre avis, l'armée a repris le moral avec la présence du chef de l'État, peut-être aussi face à tous ces officiers qu'il a qualifiés de magouilleurs dans l'armée? Oui, nécessairement, c'était très important que le président de la République séjourne dans la région et qu'il arrive dans tous ces coins, dans toutes ces localités où plus d'une personne imaginait ou estimait que le président de la République ne pouvait jamais y arriver. Il y est arrivé, il y a passé nuit, il a été en contact non seulement avec les populations, mais avec les forces vives qui lui ont donné certaines informations. Il a tenu des réunions avec son état-major dans ces différentes villes. Il a effectivement malheureusement été en contact avec certaines réalités malencontreuses de dysfonctionnement ou de mauvaises pratiques de certains de nos officiers. Je crois qu'en tant que commandant suprême lui-même est conscient des décisions ou des sanctions qui devront être prises à l'encontre de tous ces contrevenants. Mais cela fait du bien au moral de nos troupes parce qu'ils voient le commandant suprême se rapprocher non seulement du front, mais se rapprocher d'eux et se soucier de leur quotidien qui sont au front. Et ça va porter des fruits. Oui, ça va porter des fruits, mais il y a également une action de plus en plus... en fait, on voit ça dans les chefs du président de la République qui se rapprochent de plus en plus de ceux qu'on appelait ennemis de la RDC, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que ce rapprochement peut permettre au fait de recueillir un climat de paix dans l'Est? Bon, d'abord, il faut arriver à retenir que nous sommes voisins, pas par notre volonté. Donc nous sommes des éternels voisins.
Deuxièmement, si nous avons été en conflit, est-ce que tout conflit est éternel? Est-ce que tout conflit ne se résout que par un autre conflit ou par l'aggravation du conflit? Est-ce qu'il n'était pas le moment venu de se parler en toute responsabilité et d'arriver à trouver un modus vivendi, de vivre ensemble en bon voisinage? Je crois que c'est la volonté et la politique du président de la République qu'il met en place de façon assez judicieuse et bénéfique pour la nation congolaise. Mais il y en a qui doutent de la sincérité de nos voisins. Oui, mais je crois que cela, il faut, au-delà d'avoir du doute, je ne peux pas nier à quiconque, surtout à nos frères et sœurs qui ont vécu dans ce climat de terreur pendant plusieurs années, je ne peux pas leur nier le droit d'avoir des doutes, mais je peux seulement les appeler à donner la chance et à espérer que par cette méthode-là, la paix sera une réalité dans toute cette partie orientale et on arrivera à vivre en bon voisinage. On l'a fait il y a des années et tout est question de leadership. Je crois que le Congo est une grande nation qui doit prendre le leadership de la sous-région et à partir du moment où on prendra le leadership de la sous-région, nos voisins nous auront en respect et des questions d'insécurité ne seront plus d'actualité. Alors, il y a également une idée qui fait du chemin, toujours dans la recherche de la paix. De plus en plus, des voix s'élèvent pour proposer une espèce de dialogue avec les ADF et avec tous les groupes armés. Il faut les approcher, il faut les écouter pour comprendre exactement ce qu'ils cherchent. C'est votre avis? Je suis d'avis que, au-delà de l'état de siège et de toutes les opérations militaires qui se mettent en place et qui étaient déjà mises en place pour rétablir la paix et la sécurité dans la sous-région, je suis d'avis qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle non seulement entre nous, Congolais, parce qu'il y a des forces négatives organisées par les populations congolaises qui s'étaient mis en position d'autodéfense pour une raison ou une autre. Il y a aussi des forces étrangères sur place avec qui, au-delà des armes et de nos forces armées, nous pouvons aussi arriver à organiser des échanges pour comprendre quelle est la raison de leur présence sur notre sol et leur offrir une voie de retour vers chez eux. Et il ne faut pas oublier que le président de la République vient de signer une ordonnance sur le DDRC. Une nouvelle façon, une nouvelle conception de la démobilisation et de la réinsertion de tous nos compatriotes qui ont pris des armes pour une raison ou une autre. Donc je suis d'avis que tout cela doit aller de cheminer ensemble. De la même manière que les forces armées reprennent du terrain, que l'autorité de l'État s'installe dans les différents villages, dans les différentes cités de la partie orientale de la République, de la même manière ce processus de dialogue, de discussion avec ces différentes organisations doit se faire pour qu'elles désarment, qu'elles déposent les armes, pour qu'elles reviennent vers la vie civile encadrée par les institutions de la République, pour qu'on les réintègre aussi à travers différents métiers. Il y a beaucoup de chantiers, de grands travaux qui vont être lancés dans la partie orientale, qui va permettre à donner de l'emploi à tous ces jeunes gens qui peut-être par loisivité, par manque à faire, et à travers cette insécurité, n'ont trouvé que de solutions que prendre des armes dans différentes organisations. Donc il faut arriver à organiser tout cela et le dialogue est une solution. Et les organisations comme la SADC et les autres pourraient nous aider par exemple à pouvoir pacifier la région des Grands Lacs. Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure,
c'est une question aussi sous-régionale. La partie orientale de notre pays a, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 frontières. Et lorsque vous analysez les différents groupes armés qui sèment la terreur dans cette région-là, d'abord vous constatez la présence de plusieurs nationalités des pays frontaliers et même d'autres pays, mais plusieurs études ont certifié que des influences politiques des pays voisins se retrouvent dans différents de ces groupes. Donc il est important que nous puissions intégrer non seulement les organisations sous-régionales, mais aussi les organisations mondiales pour un accompagnement de manière à ce que les prises de décision, les prises de parole et les engagements soient respectés par les uns et les autres. Est-ce dans ce sens qu'il faut comprendre notre entrée dans l'organisation des États de l'Afrique de l'Est? Entre autres, je crois, il y a ces questions sécuritaires, mais il y a aussi les questions économiques qui pourront nous permettre de prendre un nouvel élan, donner de l'emploi à toute cette jeunesse-là qui se retrouvent dans la brousse, dans les forêts, qui ne produisent rien de bon pour la République, et les mettre au travail. Voilà, maître, je crois que nous avons fait le tour des problèmes que pose l'actualité aujourd'hui. Alors là, nous allons nous séparer. Peut-être un mot de la fin pour appeler les Congolais à la compréhension, à la tolérance et surtout dans cette marche vers la tenue des élections transparentes et paisibles au regard notamment de cette loi qui vient d'être promulguée par le chef de l'État. Oui, je crois que la loi promulguée par le chef de l'État est une aubaine d'espérance pour la nation congolaise. Ce qui s'est passé l'année passée sur cette question nous a tous perturbés, à tel point qu'on se posait la question si on allait y arriver. La loi aujourd'hui est promulguée, c'est vrai qu'elle peut ne pas satisfaire certains d'entre nous, et je crois que cela est tout à fait légitime. Nous sommes en démocratie. Mais le plus important pour nous, je crois que c'est que ce cycle d'organisation d'élections puisse être respecté. Pas n'importe quelles élections, des élections respectables pour une grande nation comme la nôtre, c'est-à-dire des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc, à travers cela, il faudra arriver à ce que tout un chacun parmi nous y mette sa petite pierre à travers les débats et les discussions que nous faisons. Que ces débats et toutes ces discussions sur toutes ces questions qui concernent la nation congolaise, que nous puissions continuer à les faire dans cet esprit de construire, dans cet esprit de préserver nos acquis qui sont la paix, l'unité et la sécurité. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir. Je suis convaincu que nous allons arriver ensemble à respecter les exigences constitutionnelles qui veulent que nous organisions des élections dans des délais constitutionnels. Je suis convaincu que ces élections seront meilleures que les élections précédentes, celle de 2018 et celle de 2011 à laquelle nous avons participé. Je suis convaincu que, comme nous l'avons toujours fait, nous allons nous battre ensemble pour que ce soit réellement des élections libres, transparentes et démocratiques auxquelles tous les Congolais pourront participer dans cette liberté et dans cette démocratie. Voilà, merci beaucoup, sincèrement. Merci, Maître Germain Chabani. Merci également à vous qui avez suivi cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un autre point de vue. Au revoir et bonsoir à tous.